Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment réussir ces photos immobilières, notamment à l'aide d'un réflexe en utilisant les bons réglages pour cela. Et on verra également comment retoucher ces prises de vue avec les outils Adobe, à savoir Lightroom et Photoshop. Mais avant que l'on entre dans le vif du sujet, installez-vous confortablement, servez-vous une petite boisson et c'est parti. Alors je précise, dans cette vidéo, l'idée ce n'est pas de vous donner un cours complet sur la photo, ni même sur les logiciels de retouche que sont Lightroom et Photoshop, mais de vous apporter des bases très simples sur comment réaliser une photo, notamment en utilisant le mode manuel, pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats simplement, et comment retoucher simplement et efficacement des photos immobilières pour vous aider à vous démarquer de la concurrence et mettre en valeur votre ou vos biens immobiliers. Par exemple, on va utiliser ce boîtier qui est un boîtier Canon R6, donc non pas un réflexe mais un hybride. Alors sachant qu'aujourd'hui toutes les fonctionnalités que nous allons utiliser vont se retrouver sur pratiquement tous les boîtiers réflexes hybrides et même certains compacts. N'hésitez pas cependant à vérifier lors de votre achat si votre appareil comprend bien toutes ces fonctionnalités. Bien entendu, si vous souhaitez réaliser ce type de prise de vue pour vos photos immobilières. Alors comme monture ou comme objectif, si vous préférez, on va utiliser ici un 10-22 mm de chez Canon également. Alors sans faire de placement de produit, j'utilise Canon, mais vous pouvez très bien opter pour une autre marque sans souci. Pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas énormément, il s'agit là d'un grand angle. Alors pourquoi un grand angle ? Tout simplement parce qu'il va nous permettre de capter un maximum d'infos sur les prises de vue qu'on va réaliser et donc de pouvoir renseigner les futurs acquéreurs sur l'agencement des pièces notamment et de ce fait les aider à se projeter dans le bien dès le visionnage des photos. Alors concernant ce genre de grand angle, je vous conseille tout de même de ne pas choisir un angle trop grand, du genre 10 mm. Vous voyez, si je tourne ici la bague à fond, on est sur 10 mm. Parce que ça risquerait de donner une impression de grandeur à certaines pièces qui ne sont pas vraiment en réalité et donc de tromper le client, ce qui est bien souvent mal perçu aussi bien par les futurs locataires que par les futurs acquéreurs. Alors idéalement, rester entre 14 et 20 mm, ce sera très bien pour 95%, voire même un peu plus de vos photos. Alors, je vous propose maintenant de voir un petit peu les outils qui vont nous servir, justement les fonctionnalités de l'appareil photo qui vont nous servir pour réaliser ces photos immobilières. Alors avant tout, vous voyez qu'ici je suis en mode automatique, je vais passer tout de suite en mode manuel pour récupérer toutes les fonctionnalités dans mon menu. Donc le mode manuel, c'est le mode M que vous avez ici. Je clique sur menu et vous avez ici, comme sur la plupart des appareils photo de toute façon, un menu où vous allez pouvoir retrouver énormément de fonctionnalités. Alors, sur certains appareils photo maintenant, de plus en plus, vous avez la possibilité de créer des menus personnalisés. Alors, c'est la petite étoile ici pour moi. Donc, quand vous cliquez dessus, on va atterrir sur des menus qui vont pouvoir être configurés. Alors, je passe cette étape. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Alors, je ferai une petite vidéo de présentation sur l'appareil photo. Il n'y a pas de souci. Donc moi dans mon cas, au lieu de rechercher tout ce qui va nous intéresser dans ces menus et sous-menus, je les ai tout simplement mis ici dans My Menu 2, tout simplement. Alors dans un premier temps, on va devoir faire un choix sur le format de photo. Alors le format de photo, pour moi ça se trouve ici dans qualité image. Alors, l'idéal pour nous va être de choisir le format RAW ou CRAW. Alors, CRAW, en fait, c'est un nouveau format qui est apparu sur un nouveau boîtier comme celui-ci. Il s'agit tout simplement d'un format RAW compressé, donc moins lourd aujourd'hui. Donc voilà, c'est le simple petit détail si vous vous demandez pourquoi CRAW, si vous avez simplement le format RAW, voilà. Alors, pourquoi choisir le format RAW ? Tout simplement parce que vous allez obtenir sur votre carte mémoire un fichier brut. Et ce fichier brut, on va pouvoir le retoucher beaucoup plus facilement qu'un format JPEG que vous avez là,
qui est en fait un format, un fichier qui va déjà être un peu retouché au niveau des couleurs, etc. Donc le format RAW, ça vous assure tout simplement un fichier brut à tout niveau, et on va pouvoir jouer sur la colorimétrie, sur la balance des blancs, sur les ombres, etc. Donc je vous conseille, si vous voulez faire du post-traitement, si c'est nouveau pour vous, faites des fichiers en format RAW. La seule différence entre le format RAW et le format JPEG, c'est que le format RAW est beaucoup plus lourd que le format JPEG. Donc dans ce cas-là, assurez-vous d'avoir la capacité suffisante de stockage sur votre carte mémoire pour un reportage photo, que ce soit en tant que particulier ou professionnel. Une carte de 7 Go, c'est largement suffisant pour faire un reportage photo, voire même beaucoup plus. Donc une fois que le format RAW est sélectionné ici, donc je vous l'ai dit, un RAW ou CRAW, pour moi je vais rester sur du CRAW tout simplement. Donc j'appuie sur OK. Ensuite, on va devoir activer le quadrillage. Donc pour moi, ça se trouve ici, donc dans affichage info PDV. Et ici, donc l'affichage quadrillage qui pour moi est déjà présent. Donc vous avez le choix entre soit 3x3, 6x4, etc. L'idée, ça va être tout simplement de se servir de ce quadrillage pour respecter les lignes géométriques dont on parlera tout à l'heure. Donc au niveau du quadrillage, le 3x3 est largement suffisant. Donc vous le sélectionnez, on fait retour. Et enfin, la dernière fonctionnalité et l'une des plus importantes, je dirais, qui va nous servir, ça va être la fonctionnalité que vous avez ici, donc le correcteur d'exposition AEB. Alors comment ça se passe? Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir ici une espèce d'échelle graduée que vous allez pouvoir modifier en tournant la petite molette qu'il y a au-dessus. Et vous voyez qu'ici, on a une espèce de pas qui va augmenter. Donc cette échelle va de -3 à +3. L'idée, ça va être de dire à votre appareil photo, maintenant je veux que tu prennes 3 clichés, un avec une exposition, je dirais, médiane, donc pas trop sous-exposé, mais pas trop surexposé non plus. Une sous-exposée, ce qui va permettre de capter les éléments de l'arrière-plan, donc sous-entendu, mais dans l'exemple qu'on verra après, le jardin, donc l'extérieur, tout simplement, et une surexposée pour capter cette fois-ci les détails du premier plan en retirant une partie des ombres. Alors l'objectif avec ces 3 prises de vue, ça va être de pouvoir les assembler ensuite sur Lightroom pour obtenir en définitive un seul cliché correctement exposé sous tous les angles. Alors par rapport à cette échelle graduée, je vous conseille de rester entre +1, -1 et +2, -2. En fait, c'est tout simplement le décalage d'exposition que vous allez, pour faire très simple, le décalage d'exposition que vous allez demander à votre appareil de réaliser lorsque vous allez prendre les photos. Alors imaginons que, voilà, dans notre cas, on va situer à peu près au milieu, à +1,5, -1,5. Je clique sur OK. Alors je vous propose maintenant de revenir donc sur l'écran de base qui est celui-ci, donc le viseur tout simplement, et de parler ensemble de réglage d'ISO, d'ouverture et de vitesse. Alors l'idée, ça va être de conserver une petite ouverture, donc un F que vous avez juste ici, relativement élevé. Donc quand je dis élevé, je sous-entends compris entre F11 ici et F16. Bien sûr, vous pouvez l'augmenter, mais ça n'aura pas réellement d'intérêt. Ça va tout simplement vous garantir un premier plan et un arrière-plan net sans avoir de flou. Au niveau ISO, alors je vous conseille, en fonction des boîtiers, bien entendu, de ne pas être au-dessus de 1000 ISO. Alors vous voyez, pour moi, les ISO sont ici. Donc, tout simplement, vous voyez, plus on diminue les ISO, pour faire simple, et plus la photo va être sombre. Plus on les augmente, et plus elle va être claire. Le problème, c'est que ça risque, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, d'ajouter du grain à votre photo, ce qui ne va pas la rendre totalement nette. On va avoir un petit peu cet aspect pixelisé sur la photo, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Dans tous les cas, on verra ensuite, on va positionner notre appareil, notre boîtier photo sur un trépied, et ce, pour chaque prise de vue qu'on va réaliser. Au niveau de la vitesse, donc qui se trouve ici, donc vous voyez ici on est sur 1/13e, mais l'idée,
On va dire que ça va être le seul élément à modifier pour vous lors de chaque prise de vue en jouant tout simplement, vous voyez ici sur la molette qui est en haut, et vous voyez que lorsque je tourne d'un côté, j'augmente le temps de prise de vue. Donc ici on passe à 1 seconde 3, si je continue, vous voyez on a 4 secondes, donc là on a une photo très éclairée, et lorsque je diminue, forcément, comme le temps de pause est beaucoup moindre, on récupère une photo de plus en plus sombre. Alors l'idée par rapport à ce mode manuel, comme je vous l'ai dit, c'est de faire très simple en jouant sur un seul paramètre ici qui est la vitesse. Donc en fonction des pièces, je le répète, vous n'aurez qu'à jouer avec la molette de votre appareil photo pour vous positionner sur une luminosité relativement correcte, je dirais, donc à l'œil, bien entendu. Autre point, dernier point, je dirais, qui va nous intéresser, ça va être de réaliser les photos avec un retardateur. Alors pour ce faire sur mon boîtier, il faut que j'aille ici et que je choisisse tout simplement donc cette fonctionnalité là, et il s'agit donc du mode acquisition. On voit qu'on peut être en vue par vue, en haute vitesse, donc en mode rafale entre guillemets, ici mode rafale, le retardateur 10 secondes ou le retardateur 2 secondes. Alors pour nous sur un trépied, le retardateur 2 secondes sera largement suffisant. Pourquoi utiliser le retardateur? Tout simplement parce qu'il va vous permettre d'éviter de bouger l'appareil photo à cause, je dirais, d'un tremblement par exemple, ce qui, en plus de rendre la photo potentiellement floue, va empêcher tout simplement l'assemblage des 3 photos qu'on verra ensuite sur Lightroom, parce que ces 3 photos vont devoir être parfaitement identiques. Et grâce également à ce retardateur, il va permettre d'effectuer les 3 prises de vue sans avoir besoin d'appuyer à chaque fois donc, sur le déclencheur de l'appareil photo, et donc encore une fois de limiter le risque de bouger. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, place au positionnement de l'appareil photo sur le trépied. Alors l'idée ici, ça va être tout simplement de positionner donc, le trépied à une hauteur convenable, donc environ à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol maximum. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes positionné trop bas, on va avoir l'impression d'une mise au point sur un élément précis du premier plan. Comme là, si je me baisse trop, on va avoir vraiment l'impression d'avoir la mise au point au niveau de la table qu'on a ici. Et donc, de capter moins d'infos sur la photo finale. Et être trop haut, on aura du coup l'effet inverse, se focaliser cette fois-ci sur les murs ou sur l'arrière-plan, donc à savoir l'extérieur de la photo ici, sans se rendre compte de la configuration totale de la pièce que vous allez photographier. On parlait tout à l'heure justement de céder du quadrillage ici pour respecter les lignes géométriques. Là, on va justement appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on voit bien ici qu'il va falloir que je desserre un petit peu le trépied pour pouvoir, encore une fois, vous voyez, aligner les lignes ici. Donc, par exemple, de la baie vitrée, du coin de mur que vous avez ici, avec les fameuses lignes. Aligner également le meuble que vous avez là et la table sur les lignes horizontales, tout simplement. Une fois que je pense que cela est fait, donc je resserre mon trépied. Le problème qu'on rencontre ici, vous voyez, on est sur un angle trop grand. On est exactement à 18 mm. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc idéalement, je vais augmenter un petit peu l'angle de prise de vue, mais pas trop. Le but, c'est de pouvoir capter des informations, encore une fois, sans déformer la pièce. Donc ici, au niveau du séjour, si je m'oriente un petit peu de cette manière, simplement pour l'exemple, ça nous permet, alors idéalement, il aurait fallu que je déplace un petit peu la chaise, vous voyez, pour être en parfait raccord. Là, c'est vraiment un titre d'exemple. Donc tout simplement, ici on va capter toutes les informations au niveau du séjour, du sol au plafond, et on va capter une partie de l'extérieur. Donc je n'ai plus maintenant qu'à jouer un petit peu avec la molette ici en haut dont on parlait tout à l'heure, au niveau de la vitesse, pour pouvoir obtenir donc une exposition relativement correcte pour moi. Alors une petite chose concernant la mise au point, vous avez la possibilité, en fonction de votre objectif, de choisir soit une mise au point automatique, comme on est ici, tout simplement. Vous voyez, la mise au point se fait donc, où je décide, par exemple ici sur la table. Le fait d'être à f16, dans tous les cas,
vous allez le voir, on va conserver, je vais laisser en automatique pour faire simple, on va conserver donc le premier plan net et l'arrière-plan net également. Vous pouvez très bien, si votre objectif le permet, opter pour une mise au point manuelle. Dans ce cas-là, la petite bague que vous avez au-dessus, vous n'avez qu'à la tourner au maximum vers le symbole infini et vous revenez de 1 ou 2 mm dans le sens opposé. Ça vous garantira également une mise au point, je dirais, parfaite au niveau du premier plan comme de l'arrière-plan. Une fois que c'est fait, je suis prêt et je lance ma photo. Donc, vous avez entendu, l'appareil photo a bien fait 3 clichés. Alors, si je retourne pour visualiser mes photos, donc on a bien une première photo ici qui va être surexposée, qui va permettre de capter en fait tous les détails au niveau du premier plan. Vous voyez, la table et le dessous de chaise sont bien exposés. Une autre photo ici sous-exposée qui va permettre de capter les éléments de l'extérieur, donc à savoir le salon de jardin, le ciel, les arbres, etc. On s'en rendra mieux compte juste après sur l'ordinateur. Et une prise de vue médiane qui, elle, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas trop surexposée ni sous-exposée. On va voir ensemble comment assembler ces 3 photos. Avant tout, je souhaitais, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence, mais réaliser cette fois une prise de vue en mode automatique. Donc je me suis mis en mode auto et je vais, donc sans aucun réglage, bien entendu. Vous voyez, donc en mode automatique, l'appareil photo ici nous met sur F5, une grosse ouverture. C'est ce qui va justement poser quelques problèmes. Mais là, vraiment, pour voir vraiment le comparatif, on va faire une photo en mode manuel, on va faire une photo en mode automatique. Voilà. Et on verra ensuite sur l'ordinateur la différence sur nos logiciels entre cette technique en mode manuel et cette fameuse photo en mode automatique qu'on a fait à la fin. C'est parti. Nous revoici maintenant donc sur le logiciel Lightroom où on va importer justement nos 3 photos de tout à l'heure. Alors voici un petit peu comment se présente la configuration de Lightroom lorsque vous cliquez sur importer une photo ou importation. Donc vous allez retrouver ici sur la gauche, donc pour moi forcément ma carte SD. Donc je vais aller ici dans mon fichier Canon. Donc tout simplement je vais cliquer sur désélectionner, je vais choisir mes 3 photos, les sélectionner à nouveau. Donc on voit bien ici, c'est bien les 3 vues qu'on avait tout à l'heure, l'exposition médiane, la sous-exposée et la surexposée. Ici donc c'est justement, on va même l'importer également, c'est la photo en automatique, comme ça on va pouvoir comparer les deux tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je clique sur importer. Les photos sont en train d'être importées, on le voit ici en haut à gauche, donc sur Lightroom. Donc pareil, comment ça se passe? Je vais sélectionner en fait ces 3 photos. Je vais faire donc un CTRL H dessus. Je vais le lancer et ça va en fait tout simplement lancer la fusion de ces 3 photos. Alors vous voyez, on a ici donc plusieurs niveaux, donc nul, faible, moyen ou élevé. En fait, c'est tout simplement pour jauger d'un éventuel décalage, on va dire, au niveau de vos photos. D'où l'intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, d'utiliser un trépied. Vous restez sur nul, ça génère beaucoup moins, ça demande en fait beaucoup moins de consommation d'énergie à Lightroom, etc. C'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez cet aperçu-là, vous cliquez sur fusionner. Donc ici, Lightroom vient justement de créer notre fameuse photo, entre guillemets, fusionnée, donc à partir de ces 3 photos-là. Donc on voit bien ici, lorsque je sélectionne les 2 photos, je les regarde un peu plus attentivement, on voit déjà bien une différence entre la photo fusionnée et la photo en mode automatique de tout à l'heure. À savoir que les ombres sont dégagées au niveau des chaises et de la table, et l'extérieur est quant à lui parfaitement éclairé. Ici on voit bien ce qu'on retrouve sur beaucoup de photos immobilières, le ciel blanc, donc complètement cramé, et une photo à l'intérieur, mais vraiment sous-exposée.
Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur cette fameuse photo fusionnée. On va appuyer sur la touche D pour accéder à la partie développement ici en haut à droite. Et on va faire quelques réglages, j'ai envie de dire, de base. Donc vous voyez ici que le fait d'avoir fusionné la photo, Lightroom a déjà appliqué quelques réglages à notre photo, sous-entendu améliorer un petit peu l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est peut-être ici pour récupérer un tout petit peu de ciel, on va baisser un petit peu les hautes lumières, pas forcément beaucoup. Les ombres, si on veut les récupérer un petit peu ici, on peut donc augmenter un tout petit peu le curseur. On va peut-être pouvoir toucher un tout petit peu la correction du voile, vraiment pas beaucoup. Ça va permettre d'atténuer en fait l'espèce de film qu'il peut avoir parfois sur les photos. Donc vous voyez vraiment des réglages très simples. Alors encore une fois, dans cette configuration-là, à vous de jauger, jouer avec les curseurs. En général, ce qui va marcher, donc sans toucher à l'exposition, parce que si vous avez fait les choses correctement au niveau de la photo fusionnée, il y en a assez. Le contraste, très peu en général, plutôt les autres lumières, les ombres, un peu les blancs, les noirs, pourquoi pas. Vous voyez, si je les augmente un peu, ça va déboucher les ombres qu'on a ici. Mais bon, je souhaite quand même en conserver un petit peu, parce que ça impacte aussi l'extérieur. Tout simplement, on peut jouer donc sur la vibrance, la saturation, alors pas trop, parce que vous voyez, si je joue sur la saturation, on va vraiment avoir quelque chose hyper saturé niveau couleur, c'est absolument pas ce qu'on cherche. Et si on la baisse, là, on va plus avoir de couleur du tout. Donc c'est absolument pas l'intérêt, je vais laisser à +1 comme on était tout à l'heure. Donc dans cette partie ici, région, on va également pouvoir jouer un tout petit peu sur les hautes lumières au niveau de l'extérieur. Donc vous voyez, voilà. Là, on va pouvoir récupérer un ciel à peu près correct. On va pouvoir, dans cette partie, jouer également donc, sur les ombres d'une manière un petit peu plus subtile. On le voit ici. Vous voyez, si je joue un peu sur les ombres, donc avoir quelque chose de tout à fait correct, j'ai envie de dire. Au niveau des tons sombres, vous voyez, donc on peut jouer un petit peu. Les tons clairs, on peut les baisser un peu, parce que ça va être l'extérieur, pour déjà avoir quelque chose d'à peu près potable. Ensuite, chose à faire, c'est au niveau donc des corrections de l'objectif. Pour moi, ça se fait automatiquement. Veillez à bien cocher, donc supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Si Lightroom ne détecte pas directement votre modèle de boîtier et votre modèle d'objectif, n'hésitez pas à aller le rechercher, tout simplement. Vous voyez, vous avez une liste énorme des différents objectifs en fonction des marques. Donc là, Lightroom a directement, en général, ça se fait automatiquement. Là, Lightroom a automatiquement détecté qu'il s'agit bien donc de l'objectif EFS 10-22 de chez Canon, tout simplement. Une fois que cette étape est faite, on va donc retourner sur la grille. Donc pour ce faire, on appuie sur la touche G pour y retourner. Je vous propose un truc tout simple. Je resélectionne les deux photos. On va les mettre côte à côte. Et cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on a une nette différence déjà entre la photo qu'on est en train de retoucher et la photo en automatique qu'on avait tout à l'heure. Et on voit bien aussi que ça n'a rien à voir avec le budget que vous allez pouvoir consacrer à un boîtier. Aujourd'hui, on est sur un Canon R6. On est plutôt sur un bon milieu de gamme quand même. Et vous voyez qu'en mode automatique, on n'a pas non plus une qualité incroyable. Donc je retourne dessus et maintenant on va passer à la partie Photoshop. Alors pour ce faire, je sélectionne à nouveau cette photo et je fais donc commande E ou CTRL E tout simplement pour la passer sur Photoshop, pour l'ouvrir sur Photoshop. Donc vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Donc préférez le profil incorporé, vous cliquez sur OK et c'est parti. Donc votre photo vient de s'ouvrir sur Photoshop. Alors ce que j'ai l'habitude de faire en faisant donc CTRL ou commande moins, peu importe, c'est diminuer un petit peu la photo. Tout simplement parce que ça va vous permettre de vous rendre un petit peu mieux compte. On va parler des lignes géométriques par exemple. Donc de vous rendre un petit peu mieux compte de ces fameuses lignes. Alors comment ça se passe? Tout simplement, après je vais faire CTRL ou commande T.
pour pouvoir modifier la photo. Alors je vais faire clic droit et choisir inclinaison. L'inclinaison va me permettre quoi? De retoucher très légèrement la photo si je vois, admettons, que les lignes géométriques ne sont pas correctes, j'ai envie de dire. Bon là, les lignes géométriques sont tout à fait correctes, mais imaginons, vous voyez, si je prends un coin, que je souhaite jouer un tout petit peu sur la table, et ici un tout petit peu sur le meuble, voilà. Ça permet vraiment de pouvoir redresser un chouïa votre photo. Voilà, tout simplement, là si je veux redresser vraiment un tout petit peu, c'est pour vous montrer un exemple. Là, il n'y a pas vraiment besoin de la retoucher. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée et les modifications ont été apportées. Dernière modification, ça va être donc de cliquer ici, donc en haut sur Images. Donc c'est possible que vous ne le voyez pas à l'écran, donc c'est la partie Images. Vous allez dans Réglages et vous allez choisir ton clair, ton foncé. Une fois que vous arrivez là-dessus, donc vous avez une petite fenêtre donc avec différents curseurs en fonction des tons clairs et des tons foncés. On va jouer un peu avec ça. Alors petit conseil, là vous voyez, Photoshop nous met déjà d'entrée 35%. Alors pour moi c'est vraiment élevé. J'ai toujours l'habitude d'aller à 8 à peu près, c'est vraiment pour éclairer un petit peu. Donc vous voyez par exemple, si on fait 0, vous avez donc la photo de base. Si je me mets à 8, on voit que ça éclaircit quand même relativement bien. D'ailleurs c'est peut-être un peu élevé, je vais me mettre à 6 tout simplement. Donc les tons foncés vont permettre d'éclaircir en règle générale le premier plan, et les tons clairs d'obscurcir, j'ai envie de dire, l'arrière-plan, où vous allez pouvoir récupérer une partie également du jardin. Alors si je me mets par exemple à 8, voilà, on voit qu'on a récupéré du ciel, un peu de détail ici au niveau des arbres, des palmiers et de la terrasse. Pour moi, ça semble tout à fait correct. J'appuie sur OK. Je fais donc CTRL ou commande S pour enregistrer. Et là, je vais rebasculer sur Lightroom. Une fois que vous êtes sur Lightroom, vous voyez qu'on a une nouvelle photo qui est apparue. Donc ici, le 1/2 et le 2/2 qu'on a ici en haut. Donc ça, c'est la photo qu'on avait avant les retoucher. Et ça, c'est la nouvelle qui a été faite avec Photoshop. Tout simplement, lorsqu'on souhaite comparer, comme tout à l'heure, nos deux photos, voilà ce qu'on obtient à la fin entre la photo qu'on a fusionnée ici à gauche, où on a vraiment des ombres tout à fait correctes, avec des détails tout à fait corrects au niveau du premier plan comme de l'arrière-plan. Donc les clients, encore une fois, vont pouvoir se projeter. Alors on est juste sur un exemple, sur une photo de coin repas, de salle à manger, bien entendu, mais c'est appliqué sur l'ensemble des pièces. Donc là, vos clients, vos futurs acquéreurs, entre guillemets, vont avoir des détails sur le premier plan, mais aussi sur l'arrière-plan. Ce qu'on n'a pas ici. Vous voyez, on aperçoit bien, ok, on a certainement une piscine ou un spa ici bâché, on a une terrasse, un peu d'arbres, mais on distingue pas trop. C'est tout de suite plus vendeur, surtout les jours où il fait beau, d'avoir un ciel bleu. Vous voyez, donc le ciel n'est pas cramé, on a un petit peu au niveau des nuages, mais forcément, on n'est pas là pour titiller, c'est simplement, comme je vous ai dit, pour vous aider à avoir des photos professionnelles. Là, encore une fois, on voit pratiquement pas les détails de la pièce, on voit pour ainsi dire absolument pas le cadre, on ne saurait pas dire que c'est ici un œil de cheval, absolument pas, on voit absolument rien du tout. Là, on récupère vraiment toutes ces infos, la couleur du sol est respectée, toutes ces couleurs sont respectées, pardon, et également celle de l'extérieur. Une fois que c'est fait, vous retournez donc sur votre grille, en appuyant sur la touche G, vous prenez votre photo, vous faites fichier, exporter et vous enregistrez votre photo dans un dossier spécifique au reportage photo lié au bien immobilier ou à votre bien immobilier s'il s'agit de votre bien immobilier. Voilà. Cette vidéo se termine en espérant que celle-ci vous aura apporté toutes les solutions nécessaires pour réaliser des photos immobilières de qualité et mettre en avant vos biens à la fois sur Internet et sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à me faire savoir si vous souhaitez davantage de vidéos tutoriels de ce type. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi et surtout bon immobilier à tous.